C'est la playlist de mon invité dans le cadre du portrait du mercredi de midi jusqu'à 13h. Mon invité, je le rappelle, Rafiq Gharbi, musicien, docteur en chimie. Alors, Reggiani, l'italien, pourquoi? Tout d'abord, Reggiani, Oui. pour ce personnage immense, cette voix, ce charisme, cette puissance en lui-même, en même temps doublée d'une sensibilité extrême. Ensuite, j'ai choisi l'italien parce que, dans le contexte où il explique dans cette magnifique chanson, c'est quand on fait des choix de vie et qu'il regrette après tant d'années d'avoir quitté quelqu'un et il essaie de retourner, il frappe à la porte et la lumière s'éteint à la fin parce qu'on ne lui ouvre pas. Et donc moi, cette chanson, je l'aime beaucoup parce que je la mets dans un contexte tout à fait général de nos choix de vie. Au fil du temps, on voit qu'on n'a pas souvent... On cherche toujours à prendre les bonnes décisions et très souvent, on rate. Et quand on veut revenir en arrière, on frappe à la porte et la lumière s'éteint. Mais dans un cadre tout à fait général, et je m'en suis fait une petite théorie, c'est que ne jamais regretter quelque chose, notamment dans les choix même professionnels ou bien de vie, ou bien on avance tout simplement. On dit que, comme on dit, il y a une plume pour écrire l'histoire, le futur, et pas de gomme pour effacer un passé, donc ça sert à rien de regretter. Et si on retourne en arrière et que la lumière s'éteint, on n'ouvre pas la porte, on continue la vie tout simplement. C'est difficile quand même, Rafiq, de vivre sans regret. Moi je veux bien, mais c'est pas aussi simple à appliquer, ma foi. Les sans regret, sans culpabilité, ce sont des poisons de vie qui malheureusement on vit avec, mais on se fait une raison. Et surtout, j'aime beaucoup Kundera dans son livre L'insoutenable légèreté de l'être. J'avais vu ce film quand j'étais gamin, finalement j'avais rien compris, et avec le temps je revois un peu et le hasard. Donc Kundera avait écrit ce livre dans un contexte particulier d'une histoire d'amour banale, dans un cadre politique, etc. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que toute la vie est conditionnée par une succession de hasards. Maintenant, dans ce livre, il cite Nietzsche aussi, qui dit si vous avez à revivre votre vie, est-ce que vous le ferez? Vous aurez le courage de revivre la même vie. Et donc... Et si je te posais la question, alors? Je cherche la réponse depuis que j'ai... J'aimerais bien te renvoyer aussi la question, mais c'est toi qui poses les questions. Là, ici, maintenant, ce n'est pas possible. Mais, une autre fois. Et de toute façon, cette question, parce que Nietzsche, il voulait titiller les gens par ce genre de choses, et moi, j'aime bien la poser au cours d'une discussion. Tu vois tout de suite la personne devant toi désarçonnée, parce que c'est une question vitale. Parce que ça fait réfléchir à grande vitesse, en fait. Est-ce que oui, je voudrais reprendre ou pas? Alors justement, quel regard portes-tu sur ce parcours, le tien, de musicien, de chimiste, de docteur en chimie? Oui. Aujourd'hui, si tu te poses et que tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as envie de te dire? Moi, je me souviens une phrase que j'avais mise que, justement, mon encadreur ne comprenait pas vraiment. Au début de la thèse, j'ai dit un poème de Macado, il disait... Voyageur, il n'y a point de chemin, c'est en marchant que se construit le chemin. Donc, si je reviens en arrière, j'aurais jamais su que je ferais ce parcours, de toute façon. Et aussi, je pense que par choix, je n'ai pas choisi de formation verticale, de ne pas être le super bon, le super premier dans ce que je faisais. Non, j'aime bien m'étaler horizontalement, de sorte à essayer de faire les choses qui me plaisent. Et plus on avance dans l'âge, dans l'expérience, plus on a conscience, on maîtrise mieux ces problèmes d'ego, que tout le monde a bien sûr, on les maîtrise mieux et on prend plaisir à ce qu'on fait. Et donc finalement, j'aime bien ce que je fais. J'ai pas fait... c'est-à-dire... plus on essaye de monter plus haut, plus on va se sentir petite fourmi, quoi. Ce qui compte, c'est le cheminement, c'est pas l'aboutissement. Non. Alors, on va s'arrêter sur quelques moments, si tu permets, de ta carrière. J'aimerais qu'on ouvre une parenthèse tout d'abord sur l'accompagnement d'artistes. Tu en as accompagné pas mal. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Et puis, quel regard est-ce que tu portes sur cette expérience, Rafiq? Ah oui, c'est les occasions qu'on a d'échanger avec des gens qu'on admire pour ce qu'ils font, pas pour l'image qu'ils donnent. J'ai eu à un moment de ma carrière un ami
je le dis bonjour, Hatm, il avait pris l'initiative, une super initiative. On avait un festival à Sousse qui s'appelait les Nuits des solistes. Oui. Donc il y avait un soliste qui venait et on a trouvé cette très belle formule de ramener de très bons musiciens de l'étranger et de les faire accompagner par des musiciens locaux, ce qui est une opération vraiment très intelligente. Et de là, ça nous a permis de connaître, de jouer avec des gens qui avaient de l'expérience, venus d'autres cultures surtout, et d'avoir cette ouverture d'esprit de jouer ce qu'ils jouaient eux. Mm. Et je pense que ça marche très bien avec les musiciens tunisiens, de par le fait qu'un Tunisien, à la base, c'est quelqu'un de cultivé musicalement. Mm. Il a une oreille, il a une sensibilité, la mémoire collective, et la mémoire collective. La mémoire collective du Tunisien est prête à tout accepter. On est un carrefour de civilisation, ça se transmet de génération en génération. On voit des musiciens qui font des belles musiques. On parlait tout à l'heure de Lilia de la Traviata, on en parlera si tu veux. Oui, Lilia Benchikha. Lilia Benchikha, oui. Et donc, j'ai eu cette chance de jouer avec des gens qui étaient immenses musiciens, comme Hosnou Selenteci, un grand clarinettiste turc, Aytaç Dogan. Que tu as accompagné, hein. Alors, comment ça se passe, cet accompagnement d'artistes? En fait, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'ils sont ouverts à tes remarques, à tes observations? J'imagine que c'est une sorte de coaching. Non, en fait, on a très peu de temps pour se côtoyer. Okay. Moi, je pense qu'en apprenant, on gagne beaucoup. C'est des gens c'est des monstres de la musique, et donc ils nous envoient leur répertoire avant 1 ou 2 mois. On y plonge. On essaye par exemple, il y avait un grec avec eux, donc on essayait d'aller dans la culture grecque, de devenir grec, on va dire, pour un moment de notre vie. Et on prépare tout ça. Il arrive 3 jours avant le concert, on fait 2 répètes, on sort ensemble, on mange ensemble, on se connaît, on échange, on a des atomes crochus tout de suite, et on joue un concert qui reste en mémoire. Ça s'est passé comme ça. Et donc, au-delà de la musique, il y a vraiment un échange culturel qui est vraiment enrichissant. Et du coup, on apprend beaucoup. Comment se passent les répétitions, comment on agit, comment on gère par rapport au feeling des musiciens. Et certains mécanismes que j'utilise aujourd'hui quand on fait des répétitions. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la collaboration s'est faite aussi avec des gens, des artistes tunisiens qui marquent beaucoup aussi. Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'étais là à certains moments de ta carrière et qu'on ne s'est jamais rencontrés ni croisés. Alors, directeur du Festival international de Sousse, pendant 4 sessions de 2012 à 2015 que j'ai suivies. On s'arrête un peu sur cette expérience? Oui, la direction d'un festival? Ah oui, c'est un jalon assez remarquable. Comment ça? sur tous les plans. Comment ça? Justement, si on vous dit c'est quoi un directeur de festival, on ne saura pas le définir. Il fait quoi exactement? Il fait tout en même temps? Il fait tout. Il fait tout. Il est la cible de tout. Mais j'en ai pris le bon côté, c'est la formation personnelle. Bon, à l'époque, on était à la sortie juste après la Révolution, on cherchait quelqu'un. Bon, on a vu en moi, on va dire, un bon profil. J'ai accepté sans savoir exactement ce que j'allais faire. Et du coup, on se heurte à une multitude de problèmes qui sont aujourd'hui les problèmes de l'industrie de la culture, de la gestion du temps, des gens, de l'espace. Il y a 1001 problèmes qui t'apprennent à... C'est vraiment une école, hein, de rester calme, même quand vraiment ça ne va pas. Alors le festival de Sousse, bien sûr, il a une histoire. Et j'ai été appelé à respecter ce qui a été fait avant moi, avec des conditions hyper difficiles, parce que on se rappelle cette période-là, juste à la sortie de la Révolution, bien 2012-2015. 2012-2015, c'était pas facile du tout. Il y avait cette euphorie générale, une liberté de parler, un public qui avait assoiffé de spectacles, de one-man show, de liberté, d'expression, etc. Et en même temps, il fallait assurer une balance financière qui était très... Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de moyens, et tout d'un coup, on se retrouve à gérer beaucoup de choses en même temps.
Ça m'a aussi permis de comprendre qu'il faut être raisonnable. Les choix personnels en culture ou en musique ne sont pas forcément ceux des gens. Donc une programmation pour tous Mm. doit être bien sûr maintenue. Et à la fin, bien sûr, ce n'est pas du rêve, il y a des sous à gérer. Mm. Donc le contact avec le public, les artistes, de merveilleux moments que j'ai eus, que je garde aujourd'hui, avoir connu une personne, on en parlait comme Idir, restera gravé dans ma mémoire à vie, franchement. Mm. Il y a des gens que j'ai rencontrés, de grands artistes à l'humilité immense, donc aussi grand qu'humble. Il en fait Et, partie. beaucoup. Mm. Mm. Pour moi, Tu me disais, c'est une force tranquille, hein, tout à l'heure en Idir, off. Oui. ouais, c'est la force tranquille. Il bouge pas beaucoup et le public bouge beaucoup. Mm. Mm. Et il dit juste, en regardant Edir, je me dis, le bien ne fait pas de bruit, mais le bruit ne fait pas de bien. J'aime bien. Alors, tu es enseignant. On parlait tout à l'heure de l'enseignement, on parlait de ta casquette, la casquette que tu portes en tant qu'enseignant en chimie, mais tu enseignes aussi la musique et tu es président du jury de divers masters en musicologie à l'Institut supérieur de musique de Sousse. Rafik Gharbi, est-ce que tu es dans la transmission? Tu es quel genre de professeur? Ah, la transmission, c'est vraiment le point clé. Euh, essayer de transmettre. Donc voir un étudiant qui arrive devant toi au début et le voir transformé à la sortie, c'est vraiment la satisfaction en soi. Et je pose toujours une question au départ euh, aux étudiants, surtout aux étudiants qui font faire un master, puis aller vers la recherche, qui est un point très important de la carrière. Pourquoi vous êtes là? Quel est vraiment votre but? Où est-ce que vous voulez aller? Parce qu'au départ, bon, en première, deuxième, on ne sait pas beaucoup. Mais dès qu'on commence à voir le futur, alors, et là, je dis que je leur pose cette question, où vous voulez aller? Pour moi, cet exemple de si on partage une somme d'argent, 20 dinars, ça donne 10-10. Si on partage un savoir, ça donne savoir et savoir à égale partie. On perd rien. On fait gagner quelqu'un. Et donc, pour moi, vraiment, cette transmission du savoir, ne pas la garder, c'est vraiment quelque chose de très important. Et j'ai eu cette chance en faisant un doctorat en France, ensuite un doctorat d'État, c'est l'habilitation on dit, de côtoyer vraiment des gens qui étaient vraiment formidables, qui ont laissé en moi vraiment un trésor immense. Alors, il y a aussi les projets artistiques, Alchimie, un projet de musique du monde, supporté par le Fonds tunisien de création artistique et qui regroupe un ensemble de thé composition. Oui. D'accord, j'aimerais qu'on parle aussi de cet aspect-là. Tu composes, tu arranges. Et puis, je vous parle d'un temps, franchement, un projet musical magnifique autour de la figure de Charles Aznavour avec Laila Bnechira. Donc, par quoi commencer? Maïsoun Fatma, c'est et aussi Maïsoun Fatma, si, absolument. Merci de le rappeler et de le préciser. Alors, la composition, avant de parler de ce projet-là, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et la composition, c'est vraiment, dans un contexte tout à fait général, un moment propice de la vie où on a envie de ressortir quelque chose, que ce soit en musique, en recherche scientifique, et ça sert à rien de la forcer. On ne se met pas quelque part au piano ou bien devant une paillasse de chimie pour créer. Il y a certaines circonstances de la vie qui font que ce qui est enfoui en nous, en sentiments, en frustration, ce qu'on veut, va ressortir sous forme. Et à certains moments, j'ai fait des tentatives avant, j'ai fait des choses qui étaient bien, pas mal, mais il y a un moment de la vie où on est un peu plus serein, où ça ressort. Et j'ai profité justement de on en parlait, de cette indivision de ma carrière scientifique et artistique. Il y a un moment où j'ai senti vraiment que ça va, ça commençait à sortir il y a quelques années de ça. Et j'en ai fait un projet que j'ai nommé Alchimie, dans le sens que l'alchimie, c'est aussi un mélange hasardeux de choses et parfois qui donne un résultat magnifique. J'espère que ça va marcher comme projet. C'est tout. Alors, il y a aussi, je vous parle d'un temps, ce qui est magnifique dans ce projet, entre autres, c'est le fait de se réapproprier
le répertoire de Charles Aznavour. Si tu voulais bien si tu veux bien nous parler de cette expérience artistique. Oui, j'ai bien aimé ce projet-là dans le sens où j'ai parlé tout à l'heure de la mémoire collective tunisienne et la présence d'Aznavour dans la mémoire. On ne peut pas la nier. Il y a aussi un épisode de ma vie où ça n'allait pas très fort. J'étais étudiant à Paris, plutôt en année sabbatique, où j'aimais beaucoup donc errer dans les rues de Paris avec un Walkman à l'époque, et écoutant Aznavour et faisant attention, etc. Et je voyais très bien que aussi bien la musique était transportée des paroles qu'on avalait de manière très fluide, et ça parlait de situations que tout le monde a connues. Vous savez, c'est ce genre de phrase intemporelle où on se reconnaît. Il est doué pour ça. Hein. Il est doué pour nous mettre, pour nous faire vivre les situations. Et on a envie toujours, on se rappelle, tiens, Aznavour avait dit ça. Ce magnifique artiste international où tout le monde se reconnaît. Et je me suis dit, tiens, un jour, sur la demande d'un ami, Sissem Hachlef, il m'a dit, est-ce que tu veux faire ça pour la francophonie? J'ai dit, d'accord, on va faire un concert pour Aznavour. Et l'idée était de mélanger les générations. Mon maître au piano, un grand jazzman Assous, Sikemel Selem, qui est ce sosie donc vocal, comme le dit mon ami Emel Brouni, le sosie vocal qu'on salue beaucoup, le sosie vocal d'Aznavour. Lilia Benchir, Maïsoun Fatna, si mes amis, Syria Ben Amour, je ne vais pas nommer tout le monde, mais ils ont tous été d'accord pour qu'on se rassemble et qu'on joue Aznavour spontanément à notre manière, en respectant Aznavour bien sûr. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je me rendais compte que certains des musiciens attaquaient des morceaux sans savoir de quoi ils parlaient. On fait un stop, on explique la chanson. Je ne sais pas, il y a des exemples comme Ydiz, ou bien les deux guitares, ou bien la bohème, si on n'a pas cette idée en tête de Montmartre, du contexte dans lequel a été écrit au Mourir d'aimer, cette fameuse histoire entre l'enseignante et son élève, tout ça. Alors on expliquait tout ça, et tout à coup on constate que le groupe il fusionne mieux dans l'idée. Une fois c'est digéré tout ça, on joue. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sur scène, cette fusion ressortait. Avec le public. Avec le public, notamment les chanteuses, et Sikemel, Lilia Benchir, Maïsoun Fatnas, il y avait beaucoup d'émotions, et ça communiait avec le public de manière... Et on en a fait une dizaine de spectacles. Bon, bien sûr, ça reste, on ne va pas dire entre guillemets de la répétition, c'est pas nos compositions, mais on le joue avec beaucoup de cœur. Et actuellement, tu es sur un autre projet, Cœur de femme. On va en parler dans quelques instants. Je te propose de retrouver Marc Lavoine. Ah oui, Paris. Paris.